Laquelle d'entre nous n'a pas déjà essayé d'échapper à son ombre, de lutter contre un fantôme, un souvenir douloureux du passé, une appréhension quant à l'avenir, une peur, une anxiété dont on ne connaît peut-être même pas la cause. Et si c'est le cas, vous avez certainement remarqué que les ombres, comme nos fantômes, courent toujours, au moins aussi rapidement que nous. Je suis chercheur en psychologie, docteur en psychologie, spécialisé dans le domaine des émotions. Et lorsqu'on s'intéresse au sujet, on constate que la lutte et la fuite sont deux réactions déclenchées par notre système d'alarme émotionnelle. Tout au long de l'histoire de l'évolution, elles nous ont permis d'échapper aux prédateurs, de contrôler l'environnement, en bref, de survivre. Et cela a tellement bien fonctionné, puisque vous et moi, nous sommes là aujourd'hui, que nous tentons d'appliquer les mêmes vieilles recettes aux menaces qui nous semblent venir de l'intérieur, nos propres émotions difficiles. Nous avons peur de notre peur et tentons de la supprimer. Nous sommes en colère contre notre jalousie et faisons tout pour nous en débarrasser. Nous avons honte de notre tristesse et essayons de la cacher. Cela me rappelle ma dernière fête des voisins. C'est moi qui invitais et j'avais fait passer le mot à tout le voisinage et mis sur le fronton de ma porte au-dessus une belle banderole sur laquelle était écrit « Bienvenue à tous et à toutes ». C'était une très belle soirée d'été et tout allait bien. Jusqu'au moment où je me suis rappelé d'Albert. Albert, c'est un peu le mouton noir du bloc. Il vit dans la rue, près du supermarché, et se promène toujours avec son chien, plein de puces, qui sent aussi mauvais que lui. Il parle très fort, il est agressif, désagréable. Et s'il lui venait l'envie de venir à ma fête, j'ai bien écrit « Bienvenue à tous et à toutes ». Me voilà tout d'un coup pris d'une anxiété. Je me lève, je vais vers la porte pour aller décrocher la banderole, et alors que je m'en approche, cela sonne. Et au travers de la vitre translucide, je devine la silhouette massive d'Albert. Je sens son parfum nauséabond. Albert, dans mon histoire, ce sont toutes les émotions que nous n'aimons pas, celles dont nous voulons nous débarrasser, la peur, la colère, la tristesse, la jalousie. Longtemps dans ma vie, j'ai tourné le dos à la porte et fait comme si de rien n'était. Mais est-ce que cela fonctionne à long terme ? Ce jour-là, ce n'est pas une petite peur, c'est une anxiété écrasante. Albert tambourine sur la porte, je n'ouvre pas, alors il va décrocher la porte et il rentre en force. Je vais alors essayer ma deuxième stratégie, contrôler, surveiller Albert afin qu'il ne sème pas la pagaille dans ma fête. Mais imaginez, si je passe ma soirée accroché au basque de l'invité indésirable pour l'empêcher de faire une bêtise, quelle disponibilité me reste-t-il à accorder aux autres invités ? La joie, le contentement, la gratitude, la gaieté, l'enthousiasme. À ce propos, j'aime beaucoup la phrase de Maître Eckhart « Dieu nous rend souvent visite. Le seul problème, c'est que nous sommes rarement à la maison. » Ne sommes-nous pas prisonniers de tout ce que nous refusons, de tout ce contre quoi nous luttons, dans la mesure même de l'énergie que nous mettons à lutter et à refuser. Mais le problème, c'est que lorsque l'on a appris à lutter, on pense que c'est la seule solution et la meilleure, et on ne se rend pas compte du prix à payer. Lorsque j'avais 16 ans, j'habitais dans le sud de la France, et ma mère était en Belgique pour se faire soigner d'un cancer. Bien sûr, je savais que le cancer était une maladie terrible, mais je ne me rendais pas compte à quel point cela pouvait aller vite. Et le groupement dans lequel je vivais, qui voulait faire le bien des autres à leur insu, ne me tenait pas informé. Et une nuit, on me met dans une voiture, on me dit « Ilios, tu dois partir, vite !» Et 12 heures après, en descendant du véhicule, quelqu'un me regarde et me dit « Ta mère vient de mourir ». L'émotion qui m'a pris ce jour-là, comme elle me prend aujourd'hui, a été tellement immense que je n'ai pas pu y faire face. Et la personne qui en a payé le prix, c'est ma sœur. Elle aurait eu tellement besoin de quelqu'un pour la comprendre, pour l'écouter, pour partager sa peine. Mais moi, incapable que j'étais de prendre soin de mes propres sentiments, bien sûr,
que je n'ai pas pu prendre soin d'elle. Cela m'était tout bonnement impossible. Alors évidemment que nous pouvons gagner une bataille contre quelque chose d'extérieur, mais lorsque la lutte se fait contre nos propres émotions, nous perdons toujours. Quelle autre attitude pourrions-nous adopter ? Si vous êtes un jour pris dans des sables mouvants, votre réaction automatique sera certainement la lutte. Et alors que vous tentez désespérément de tirer un de vos pieds, vous mettez davantage de pression sur l'autre jambe qui à son tour s'enfonce. La solution, simple et pourtant contre-intuitive, consisterait à s'allonger de tout son long sur le marais afin de répartir son poids sur la plus grande surface possible et peut-être éviter de couler. Par rapport à nos propres sentiments, cela revient à consentir, à vivre nos émotions difficiles afin de les apprivoiser et de nous en libérer. Revenons à mon histoire d'Albert. Ce jour-là, quand il sonne à la porte, je vais ouvrir directement. Je sais que c'est lui. Ce n'est plus la première fois que j'écoute mes sentiments. « Bienvenue Albert. Quelle drôle de tête tu as aujourd'hui. » Je l'emmène au buffet, je lui sers une assiette, je l'installe confortablement. Bien sûr, ce n'est pas que je doive être d'accord avec tout ce qu'il raconte, ni même que je doive l'aimer. C'est simplement que je sais que refuser n'est pas une option viable, que lutter contre lui est plus dangereux qu'accepter. Alors, une fois que j'en ai pris soin, j'ai toute ma disponibilité à accorder aux autres invités la joie, la gratitude, le contentement, la gaieté, l'enthousiasme, la compassion. Notre part de liberté ne réside-t-elle pas dans notre capacité à prendre soin de tous nos invités, même et surtout ceux qui sont désagréables et que nous n'avons pas conviés? La recherche scientifique confirme depuis longtemps les vertus des attitudes d'acceptation et d'accueil. Une équipe de chercheurs de l'université de New York et de Boston a testé cette proposition de manière expérimentale sur un groupe de personnes souffrant d'anxiété panique. Ils ont réparti les participants en 3 groupes. Un premier à qui l'on proposait d'éviter, de fuir, d'essayer de supprimer les émotions, ce que la plupart d'entre nous tentent bien souvent. Un deuxième à qui on ne donnait pas d'instructions particulières, un groupe de comparaison. Et enfin, le dernier, à qui l'on avait enseigné à accueillir et accepter les sensations et émotions désagréables. Ensuite, tous les participants, à l'aide d'un masque, étaient exposés à de l'air enrichi au CO2 qui crée très rapidement les symptômes d'une panique importante, avant de mesurer l'anxiété ressentie ainsi que le degré de liberté comportementale. Comment ? À la fin de l'expérience, on demandait à chacun s'il serait d'accord de revenir faire l'expérience désagréable sous prétexte que les mesures n'avaient pas bien fonctionné. De manière très intéressante, c'étaient les participants qui acceptaient leurs sentiments, qui rapportaient avoir le moins d'anxiété. Et c'est aussi ceux-là qui étaient davantage d'accord de revenir. On pourrait dire que, comparés aux participants des 2 autres groupes, ils étaient moins esclaves des conditions et émotions difficiles déclenchées par l'expérience scientifique. Lutter contre nos émotions, on le voit, ne fonctionne pas. Mais le pire, c'est que lorsque nous sommes habitués à lutter et à éviter nos sentiments, nous finissons par éviter consciemment ou inconsciemment les contextes et situations dans lesquels ces sentiments pourraient se produire, avec des conséquences plus graves. Nous n'allons pas nous engager dans un projet important par peur d'échouer. Nous n'irons pas vers quelqu'un qui compte pour nous par peur d'être rejetés. Nous n'ouvrirons pas nos bras à ceux que nous aimons par peur de souffrir. Notre vie devient de plus en plus étriquée, elle se réduit. Mais une autre conséquence, c'est que refuser les sentiments, c'est aussi comme refuser notre boussole intérieure. Nos émotions sont comme une face d'une pièce de monnaie, indissociable de l'autre face. L'autre face qui correspond à l'information sur tout ce qui est important pour nous. Car nous n'avons d'émotions difficiles que parce que c'est important. Je suis anxieux pour ma petite fille ou pour un ami, parce qu'il compte pour moi. Je suis triste d'avoir perdu quelque chose, parce que cette chose était importante. Refuser d'être connecté à mes sentiments, c'est comme
refuser l'information sur tout ce qui est essentiel dans ma vie et duquel je devrais prendre soin. Bien sûr, nous aimerions tous avoir la baguette magique qui supprime toutes les difficultés de l'existence. Mais nous savons qu'elle n'existe pas. Pour moi, la grande bascule de ma vie est arrivée le jour où j'ai compris qu'il me serait impossible d'être libre de quoi que ce soit sans être par là même automatiquement prisonnier de la chose même de laquelle je voulais me libérer. Que la désobéissance la plus importante pour ma liberté, c'était la désobéissance par rapport à mes propres peurs, mes propres conditionnements. Si je suis timide et que j'attends d'être libre de ma timidité avant d'aller vers les autres, je pourrais attendre très longtemps. Et ce jour, peut-être, n'arrivera jamais. N'est-il pas plus réaliste d'apprendre à vivre avec ma timidité? Et ce jour-là, la prendre en dessous d'un bras, ma peur en dessous de l'autre, et avec elles deux, aller vers ce qui est important dans ma vie. Mais cette forme de liberté-là, elle a un prix. Entrer en amitié avec toutes mes émotions, même les plus difficiles. Cela s'appelle le courage. À ce propos, le poète Rilke nous dit « Et si tous les dragons de nos vies n'étaient que des princes et des princesses qui attendent de nous voir heureux, heureuses et courageux, courageuses. » Du courage, il m'en a fallu, longtemps après la mort de mes parents, pour retourner sur le pas de ma porte intérieure et faire face à toutes les émotions qui s'y trouvaient. Il m'a aussi fallu du temps pour les apprivoiser pas à pas, comme le petit prince a apprivoisé son renard. Et cette perte, qui était comme un fantôme que je voulais tenir éloigné de moi, s'est transformée en une fleur dans mon jardin intérieur, une fleur que j'arrose parfois de quelques larmes et qui me connecte à notre commune humanité. La bonne nouvelle, pour celles et ceux qui, comme moi, connaissent la peur, c'est que ce sont les seuls qui peuvent se montrer courageux. Petite peur, petit courage. Grande peur, grand courage. Pas de peur, pas de courage. La peur n'est donc pas un problème. C'est la peur de la peur qui nous paralyse. Lorsque j'apprends à vivre avec tous les invités de ma fête des voisins intérieurs, je ne suis plus alors conditionné à réagir de manière automatique et souvent tout à fait inappropriée aux circonstances et émotions difficiles de la vie, mais je peux répondre de manière libre et intelligente à la situation telle qu'elle se présente. Saviez-vous que lorsque les vents tourbillonnants d'un ouragan vont à plus de 300 km/h, l'endroit le plus calme se trouve paradoxalement au cœur même de la tornade. Mais y aller demande du courage. Le courage de cesser de fuir, celui de faire face à nos ombres et à nos fantômes, pour nous installer au cœur même de l'expérience. Là, dans l'œil du cyclone, les vents ne font plus que 30 km/h. Il y règne un calme d'une étonnante beauté. C'est là que nous pouvons découvrir que le cadeau de la peur, c'est la tendresse, une infinie tendresse pour la vie. Merci.